Bonjour à tous, donc on va démarrer ce webinaire. Donc bienvenue. Là, vous êtes une soixantaine de personnes connectées. On est là aujourd'hui pour répondre à une question qu'un certain nombre d'entre vous qui êtes sur le terrain et qui accompagnez des personnes en recherche d'emploi se posaient, c'est-à-dire dans le nouveau contexte économique, quoi répondre aux personnes, vers où les orienter. Alors évidemment, c'est une question complexe, mais néanmoins, il y a un certain nombre de données qui existent aujourd'hui et qui vont, on l'espère, vous permettre d'avoir déjà une lecture de la situation. Donc pour ça, en fait, on a sollicité donc Yann Sikamois, qui est responsable du service études statistiques et évaluation au niveau de la directe régionale, et puis Nicolas Krakovic qui au SGAR, donc au niveau de la préfecture de région, et au service économique, coordination des actions de l'État en région. Vous pourrez préciser, Monsieur Krakovic. Donc on est ensemble pour 1 heure environ. Je vais demander aux personnes qui se connectent avec leur webcam de fermer la webcam, s'il vous plaît. Néanmoins, vous allez pouvoir bien sûr poser des questions. Ce qu'on vous propose, c'est de poser vos questions via la fenêtre de conversation. Vous pouvez les poser au fur et à mesure de l'intervention. On prendra un temps entre les grandes parties dans lesquelles en fait je poserai vos questions aux intervenants. Et puis, on prendra un temps à la fin du webinaire de questions-réponses. Alors, je vous partage juste le déroulé. Voilà, donc on va avoir une première grande partie avec Monsieur Sikamois sur la conjoncture en Pays de la Loire en juin 2020. Les évolutions à la fois de la demande d'emploi et puis de l'offre d'emploi par territoire EFOP, l'évolution de l'intérim dans les principaux secteurs et par département, et puis le recours à l'activité partielle également avec des données secteurs et par territoire EFOP. On estime qu'avec cette présentation et puis vos questions, ça va prendre environ une trentaine de minutes. Et puis, Monsieur Krakovic apportera des éclairages sur l'action de relance conduite par l'État, les initiatives en région, et puis quels sont les grands secteurs concernés en région. Voilà, écoutez, je vais vous donner la parole. Donc, Monsieur Sikamois, je vous invite à partager votre écran et puis je vous donne la parole. Ok. Voilà. Bonjour à tous. Donc, Yann Sikamois, responsable du service études statistiques, évaluation à la directe, comme Nadine l'a précisé précédemment. Donc, l'idée, c'est effectivement de vous présenter un peu un panorama de la situation au niveau économique, alors économique au sens large, c'est-à-dire y compris au niveau de la partie emploi de la région Pays de la Loire, avec un certain nombre de focus EFOP lorsqu'il était possible de descendre à un niveau infradépartemental. Pour cette présentation, je m'appuie à la fois sur des données INSEE, des présentations INSEE, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais à l'heure actuelle, l'INSEE Pays de la Loire, comme l'ensemble des INSEE régionaux, publie une situation économique, une situation conjoncturelle de la région quasiment tous les 15 jours. Donc, on est vraiment avec des données très récentes. Et puis, depuis le début de la période du Covid, eh bien, la DARES nous a autorisé à ressortir de nouveau des données mensuelles au niveau de la demande d'emploi, ce qui n'était plus le cas précédemment. Et donc, ça signifie que concrètement, à l'heure actuelle, là, je vais pouvoir vous présenter des données qui datent du mois de mai. Donc, c'est quelque chose qui nous paraissait important par rapport aux différents décideurs d'avoir ces données parce que, on en reparlera tout à l'heure, mais les données du premier trimestre étaient très bonnes, mais elles étaient liées, par exemple, plus au fait que janvier et février étaient très bons, alors qu'en mars, ça commençait déjà à être un petit peu la catastrophe. Donc, comme Nadine vous l'a précisé, je vais faire ça en 4 temps. Donc, je vous propose qu'on se pose à 3 moments. À la fin de la présentation de la conjoncture de l'INSEE, puis ensuite à la fin donc, de mes données sur la situation de l'emploi,
Et puis, quand je terminerai donc sur l'indemnisation au niveau de l'activité partielle. Alors, voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, il y a eu une baisse sans précédent au niveau de l'activité économique nationale. En mars, par exemple, on était à moins 16% par rapport à une situation de mars normale. Avril, on était quasiment à moins 30% en termes de baisse d'activité économique. Et en mai, on est à moins 22%, sachant qu'on voit poindre une reprise donc, qui est de l'ordre avec juin, où on n'est plus qu'à moins 12%. Les impacts ne sont pas neutres puisque le PIB a énormément chuté au cours des 2 premiers trimestres, avec des estimations à un peu plus de moins 5% sur le premier trimestre et une estimation de moins 17% au niveau du second trimestre. Je ne sais pas si vous avez vu, hier, il y a eu les nouvelles prévisions INSEE au niveau de la chute du PIB pour l'année 2020 et on est à peu près pour l'instant à moins 10%, de l'ordre de moins 10%. Et puis, donc, ces diminutions, elles ne sont pas les mêmes dans tous les secteurs, puisque c'est vraiment le secteur de la construction donc, qui a été le plus impacté, avec donc, ce qui concerne l'hébergement-restauration. On reviendra sur ces éléments, notamment dans la partie activité partielle, où effectivement, ce sont les 2 principaux secteurs pour lesquels il y a eu un recours massif à l'indemnisation donc de l'activité partielle. Forte chute également au niveau de l'industrie, avec des différences notables entre les différents secteurs, puisque dans les IAA, on a une quasi-stabilité, alors qu'au niveau des matériels de transport, on a une diminution de près de 40% par rapport à l'activité normale. Alors, on a parlé de Airbus, on a parlé un petit peu également des chantiers de l'Atlantique, mais c'est également tout ce qui concerne la sous-traitance au niveau des matériels de transport qui a été très fortement impacté. Les Pays de la Loire, en fait, ils se situent à peu près dans la moyenne de la France métropolitaine, donc avec de l'ordre de moins 12, moins 13% de baisse d'activité. Et cette baisse d'activité, elle est plus marquée, comme on peut le voir sur la carte, en Vendée et en Sarthe. La Vendée et la Sarthe, on y reviendra un peu après sur la demande d'emploi. Pour la Vendée, c'est lié, donc on va commencer à pouvoir en parler, à un peu la structure des emplois. Et puis le fait que les saisonniers qui finissaient la saison, notamment au niveau des sports d'hiver, n'ont pas retrouvé de place au niveau des zones touristiques de Vendée. La Sarthe, c'est un petit peu différent, c'est lié au tissu industriel et notamment au fait qu'il y ait énormément d'entreprises, d'établissements qui travaillent pour l'automobile. Un point qui m'a paru important également d'aborder, c'est que cette crise, et on le verra également notamment dans la demande d'emploi, c'est qu'elle touche d'abord les personnes qui étaient déjà le plus en précarité. Et donc, il y a une enquête qui a été faite par l'INSEE donc, auprès des ménages, et il en est les principaux résultats qui ont sorti. Alors, on n'est pas sur le local, mais on peut estimer que sur le local, on aura donc les mêmes résultats. C'est qu'un tiers des personnes en emploi a subi une réduction d'activité susceptible de réduire le revenu du travail, notamment liée au chômage technique, ce qu'on appelle également l'activité partielle. Il y a un certain nombre de personnes qui ont pu télétravailler, et notamment ce sont plutôt les cadres, bien évidemment, les ouvriers, c'est beaucoup plus compliqué pour eux. Et puis également les parents qui avaient des enfants de moins de 14 ans, il y en a beaucoup, il y a un certain nombre, plus d'un tiers, qui a estimé avoir eu des difficultés à assurer leur suivi scolaire. La situation pour une personne sur 5 également, c'est dégradé, voire fortement dégradé. Et puis, on se rend compte que ce sont plutôt les femmes plutôt que les hommes qui ont réduit leur activité professionnelle, mais autrement, ce sont elles qui ont plutôt cumulé la double journée, c'est-à-dire faire travailler les enfants, l'école à la maison, plus leur travail habituel. Donc, conclusion, c'est que voilà, les conséquences négatives du confinement étaient plus fréquentes pour les personnes aux revenus modestes qui ont aussi perçu cette période comme plus pénible.
Donc, voilà ce que je pouvais vous donner comme premier panorama au niveau de la conjoncture. Encore une fois, ça va continuer à évoluer. Il y aura encore des notes de conjoncture qui vont paraître relativement régulièrement. Et les estimations que l'INSEE a pu faire, notamment sur les évolutions du PIB, vont également évoluer. On entend tous actuellement dire qu'effectivement, c'était une première vague et la vague économique va avoir lieu plutôt à partir de septembre-octobre, où on voit qu'il y a un certain nombre de plans sociaux qui commencent à se mettre en place. Voilà ce que je pouvais vous dire déjà sur la conjoncture. Est-ce qu'à ce stade, vous avez des questions sur cette partie conjoncture, sur ce que vient de dire Yann? N'hésitez pas à poser vos questions dans la fenêtre de conversation. Voilà, toutes les questions sont bonnes à prendre. Ça permet aussi d'avoir des échanges. Et si on n'a pas de questions tout de suite, on va peut-être poursuivre Yann, et puis les questions pourront venir au fur et à mesure. Bon. Alors, il y a quelques jours est sorti le taux de chômage du premier trimestre 2020. Alors, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, ce taux de chômage est calculé par rapport à l'enquête emploi, qui est une enquête en continu de l'INSEE. Et donc, comme c'est sur l'ensemble du premier trimestre, il n'y a eu que 15 jours, façon de parler, 15 jours de confinement. Donc, l'impact du confinement n'a pas encore eu de conséquences trop fortes au niveau du taux de chômage, ce qui explique qu'on ait encore une amélioration de ce taux de chômage au niveau de la région Pays de la Loire, puisqu'on baisse encore de 0,1 point par rapport au quatrième trimestre 2019, et on se situe désormais à 6,7 points. Donc, on est la deuxième région de France après la Bretagne à avoir le taux de chômage le plus faible, la Bretagne ayant un taux de chômage de 6,5%. Sachant qu'en France métropolitaine, on est à 7,6%, donc on a un delta de 0,9 points entre les Pays de la Loire et la France. Je pense que le taux de chômage qui va sortir fin septembre, début octobre, ne sera pas aussi malheureusement favorable que celui-ci. Il y a un certain nombre d'estimations qui envisagent une évolution défavorable de 2,5 points, 3 points sur les 2-3 prochains trimestres, quoi. Donc, c'est pas négligeable, 2,5 points, 3 points. On est quasiment à 40% de plus de demandeurs de chômeurs au sens du Bureau international du travail. Donc, ces données… Oui. Yann, on a des petites questions avant de dérouler davantage sur la demande d'emploi. Oui. Une demande de définition, s'il te plaît, du PIB. C'est le produit intérieur brut. En fait, c'est la richesse de la nation. Si vous voulez, je peux. Avec plaisir. Mes études étant encore fraîches, je peux vous redonner la définition bien scolaire qu'on nous fait apprendre par cœur comme il faut. Mais donc, en fait, cette richesse, vous pouvez la voir de 3 façons. La première, c'est comme la somme de toutes les valeurs ajoutées. La deuxième, c'est comme la somme de tous les revenus de l'économie. Et la troisième, c'est comme la somme de toutes les dépenses. Voilà, donc en fait, ça revient à la même chose. C'est pas forcément une notion qui est pour autant très claire, hein, mais bon, elle est importante. Merci. Et Yann, est-ce que tu peux revenir un petit peu en arrière, s'il te plaît, sur les diapos? Donc, sur la première diapo, il y a une question sur la comparaison. Est-ce qu'elle se fait de mois à mois? Non, elle se fait d'année en année. C'est la comparaison, en fait, là, c'était sur le mois d'avril et c'était comparé par rapport au mois d'avril 2019. Parfait. Et ensuite, il y a une question… On compare à chaque fois, oui, voilà, au mois le mois et pas au mois par rapport au mois précédent. Et il y a une question sur les intérimaires sont-ils pris en compte? Je ne sais pas à laquelle des diapos ça fait référence.
Alors, je vais y revenir sur les intérimaires juste après. Oui, C'était l'enquête Parfait. des ménages. Voilà, merci. Marie-Laure, je vais te voir et merci. Je vais y revenir sur les intérimaires parce qu'effectivement, donc bon, on va passer sur les hausses donc au niveau des catégories A. Donc là, on est sur la demande d'emploi. Donc ce sont les personnes qui sont inscrites à Pôle emploi. Et c'est là où il y a un distinguo par rapport au taux de chômage au sens du Bureau international du travail, où ce sont les gens qui se déclarent comme se considérant au chômage. Alors que là, les demandeurs d'emploi, ce sont vraiment ceux qui sont inscrits à Pôle emploi en catégorie A. Donc, c'est-à-dire, ce sont des personnes qui n'ont absolument pas travaillé les catégories A au cours du mois évalué. Donc, on voit bien que cette hausse, elle a été très significative au mois de mars 2020, puisqu'on est déjà à plus 10% au niveau des Pays de la Loire, avec des disparités donc, départementales. On est à plus 33% pour le mois d'avril. C'est-à-dire qu'en mois d'avril, on a le niveau historique le plus important des demandeurs d'emploi de catégorie A depuis que les séries existent en 1996. Donc, c'est vraiment un pic. Et la région Pays de la Loire est la région qui a connu la plus forte hausse de toutes les régions françaises au niveau des catégories A au mois d'avril. On est voilà, vous voyez, 9 points au-dessus de la France métropolitaine au niveau de cette hausse. Et puis en mai, on commence à avoir un rebond avec moins 5% des catégories A. Donc bon, la situation s'améliore, mais progressivement. Cette situation, cette évolution des catégories A, on la verra un petit peu après, donc quand je vous représenterai des diapos sur les catégories ABC, en fait, elle est liée à deux phénomènes principaux. Le premier, c'est qu'il y a eu beaucoup de contrats d'intérimaires qui ont été arrêtés. Donc, les intérimaires sont passés de catégorie B ou C en catégorie A. Il n'y avait plus de travail vraiment pour eux. Et puis également, ce qu'on a observé, c'est qu'un certain nombre de CDD courts n'ont pas été renouvelés également. Donc, ce qui explique cette augmentation brutale des catégories A avec une bascule des catégories B et C. Donc, les B, ce sont des personnes qui travaillent moins de 78 heures par mois. Les C, 78 heures ou plus. Donc, vers cette catégorie A. Et cette évolution, eh bien, elle n'a pas du tout été la même en fonction des zones, puisque vous voyez que, par exemple, sur la zone EFOP, donc les territoires emploi, formation, orientation professionnelle, on est simplement, c'est quand même déjà beaucoup, à 27% sur le Maine-et-Loire Centre, donc c'est-à-dire la zone d'Angers, contre quasiment 60% d'augmentation des catégories A sur la zone des herbiers. Alors, le 60%, ça signifie quand même concrètement qu'on est passé de 3 800 demandeurs d'emploi de catégorie A en mai 2019 à plus de 6 000 en mai 2020, avec un pic en avril, vous voyez, à 6 500 demandeurs d'emploi de catégorie A en plus au niveau de cette zone des herbiers. Donc, nous, ça nous interpelle également sur quels sont donc le type de salariés qui sont employés. Donc, je pense qu'on va faire derrière une étude sans doute sur le sujet pour voir un peu pourquoi il y a eu de telles évolutions sur tel secteur ou sur tel autre, parce qu'il y a quand même des disparités très fortes en fonction des territoires. On voit également que c'est en Sarthe que la situation a été, entre guillemets, le moins catastrophique, mais sachant que la Sarthe était le département déjà au départ le plus en difficulté de la région. Donc, il partait quand même déjà de relativement haut, contrairement aux herbiers, où le taux de chômage des herbiers est le deuxième plus faible de France. Si on regarde maintenant par type de population, on se rend compte que c'est vraiment en majorité les moins de 25 ans qui ont été les plus impactés par cette évolution de la catégorie A. Ou par exemple aux herbiers, encore une fois, sur les moins de 25 ans, on a quasiment multiplié par 2 en un an le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A par rapport à donc, mai 2020 par rapport à mai 2019.
A contrario, dans le Maine-et-Loire, la situation est plus de 2 fois moins difficile qu'aux Herbiers. Sachant qu'aux Herbiers, c'est aussi bien les hommes que les femmes pour lesquels il y a eu une très forte hausse des demandeurs d'emploi. La situation des plus de 50 ans a été beaucoup moins négative sur l'ensemble des zones quand même par rapport aux jeunes de moins de 25 ans où là vraiment c'est une situation très compliquée. Bon, en même temps, on voit le lien quand même quelque part, même s'il n'est pas complet, entre intérimaires, on est plutôt jeune, et puis également des CDD courts, où là également on a plutôt tendance à être jeune. Donc là, ça a touché vraiment cette crise a vraiment touché la population jeune de la région de plein fouet. On retrouve la même situation, mais peut-être à des degrés moindres, dans d'autres régions françaises, pour avoir échangé avec des collègues. Donc voilà, ouais, il y a vraiment quand même quelque chose qui s'est passé aux Herbiers et potentiellement ce taux de chômage qui était très faible risque au deuxième trimestre d'augmenter fortement. Sur les ABC, les catégories ABC, bon, comme je vous ai parlé, il y a un phénomène de bascule entre les B et C vers les A. Il n'empêche qu'il y a des zones où il y a eu une forte augmentation quand même des demandeurs d'emploi de catégorie ABC. C'est ceux dont on parle relativement souvent plus des A. Je peux citer par exemple Laval, où sur un an, on a eu 1000 demandeurs d'emploi de plus, 900 plutôt, demandeurs d'emploi de plus en catégorie ABC. Là encore, il va falloir à un moment qu'on regarde qui sont ces personnes. Par secteur, encore une fois, donc par type de catégorie, on voit des disparités. Donc voilà, sur Château-Gontier, forte hausse des moins de 25 ans. Donc on voit encore que oui, ce sont encore une fois les moins de 25 ans qui ont été vraiment les plus impactés au niveau de cette partie. Et puis également les inscriptions depuis plus d'un an, donc les inscriptions de longue durée. Bon, bah, ça commence à augmenter fortement, c'est-à-dire que les personnes qui étaient déjà assez éloignées de l'emploi, bah, il y a une augmentation alors diverse en fonction des territoires, mais il y a vraiment des territoires, par exemple les Sables d'Olonne, où on a une augmentation sur un an de près de 10% des demandeurs d'emploi de longue durée. Donc pas négligeable, mais avec des zones, avec des territoires assez différents en termes d'évolution pour ces demandeurs d'emploi de longue durée, ce qui n'est pas forcément le cas sur les catégories A ou les catégories ABC, où on a une hausse, alors massive ou un peu moins, mais là, on a vraiment à des endroits également des baisses. Yann, on a Oui. quelques questions sur, Oui. sur la demande d'emploi. Alors, en revenant un petit peu en arrière, est-ce que tu pourrais réexpliquer les raisons pour lesquelles la région des Pays de la Loire est la plus durement impactée? Alors, c'est lié à la région est la plus impactée. En fait, c'est lié à la structure de l'emploi dans la région. Déjà, on est une région industrielle. Donc, on verra que tout à l'heure, quand je vous parlerai de l'intérim, que c'est l'intérim avec la construction qui ont été le plus impactés la construction avec l'industrie qui a été le plus impactée en termes d'intérim. On a près de 6% de nos salariés qui sont des intérimaires, contre 4% en moyenne pour l'ensemble des régions françaises. Donc, bien évidemment, on voit bien que mécaniquement, c'est les intérimaires qui les premiers, donc pour lesquels on arrête les missions. Donc, ça, c'est la première chose, le poids de l'intérim sur l'ensemble des salariés de la région. Et puis, le fait qu'on soit également, avec Bourgogne-Franche-Comté, la région la plus industrielle, où on a bien vu que c'était l'industrie avec la construction qui avait été fortement impactée au niveau de cette crise du Covid, quoi. Donc, c'est lié à notre structure en termes à la fois de l'intérim, pas mal de CDD, et puis le fait qu'on soit une région fortement industrielle par rapport à d'autres.
Et tu as évoqué tout à l'heure des projections sur la demande d'emploi attendue en septembre-octobre. Est-ce que tu pourrais y revenir un petit peu? Le taux de chômage. J'ai parlé du taux de D'accord. chômage. Oui, en fait, on pense que dès la sortie du second trimestre, où là, ce sera donc, comme je vous ai dit, une enquête en continu qui va avoir lieu sur avril, mai, juin, on pense qu'on va se retrouver avec beaucoup plus de personnes qui vont se déclarer au chômage au sens de la définition du Bureau international du travail. C'est-à-dire que le jour où on leur demande, en fait, c'est vraiment le jour où on interroge les personnes qui nous disent je suis au chômage ou je ne suis pas au chômage. Et comme on va avoir quasiment 1 mois et demi de cette enquête, donc qui va être pendant la période du Covid, potentiellement, le taux de chômage risque d'augmenter fortement. Il y a également donc deux remarques par rapport au territoire des herbiers. D'abord, Émilie de Pôle emploi qui dit études en question, j'imagine, également du côté de Pôle emploi sur ce territoire. Et puis, une hypothèse, la situation particulière des herbiers n'est-elle pas due à son taux de chômage très faible avant la crise? Si, tout à fait. Également. Effectivement, si on a, je vais caricaturer, mais si on avait un chômeur et qu'on en a deux désormais, on augmente de 100%. C'est pour ça que ce qui me paraissait intéressant également par rapport aux herbiers, c'était de montrer également le volume, où on voit quand même qu'entre mai 2019, où on était à 3800, donc effectivement peu de chômeurs, on est quand même en avril passé à 6500. Donc c'est quand même pas neutre, hein. C'est pas 500 000 personnes qui sont devenues demandeurs d'emploi de catégorie A. On est sur un volume de 2200 demandeurs d'emploi qui d'un seul coup sont passés de catégorie B et C ou même qui étaient en emploi en catégorie A. Donc c'est pas neutre. Alors oui, on partait de bas, mais il n'empêche, on est sur une volumétrie désormais quasi identique avec, par exemple, Laval ou d'autres zones. Mais oui, effectivement, le pourcentage est lié également avec la donnée d'origine. Il y a également une question sur la zone de Châteaubriand. Comment expliquer le recul du nombre de demandeurs d'emploi de longue durée? Alors là, je pense qu'il vaudrait mieux demander à Pôle emploi parce que là, je ne suis pas spécialiste, je vous avoue, des micro-territoires comme ceux-ci. Je pense que l'agence de Pôle emploi de Châteaubriand pourrait beaucoup mieux l'expliquer que moi. Alors là, attendez. Ouais, voilà. Alors, sachant qu'on est alors encore une fois, on est sur des petits volumes, même si c'est effectivement moins 5,4, on n'est quand même pas sur des très très gros volumes. Mais je n'ai pas d'explication, je suis désolé. Pas de souci, on peut continuer et puis n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. On s'est intéressé également à la nature de l'offre d'emploi au niveau par territoire EFOP. Donc là, c'est plus pour les personnes qui sont vraiment sur le terrain pour qu'ils aient en tête un peu ce qu'on a au niveau des offres d'emploi au niveau de Pôle emploi, sachant que vous savez bien que les données de Pôle emploi ne reflètent pas la demande d'emploi complète sur l'ensemble du territoire. Donc là, c'était juste pour votre info perso. Je ne vais pas forcément commenter plus loin cette diapo. C'est plus pour les opérationnels que vous êtes que ça peut être intéressant. Par contre, ce qui nous a semblé également intéressant, c'est de regarder les métiers recherchés. Donc, si vous le souhaitez, je pourrais vous donner en annexe par territoire EFOP les métiers les plus recherchés, mais c'était un peu lourd en termes de présentation. Donc, on a préféré faire une synthèse au niveau des départements où on retrouve très souvent les métiers recherchés. En gros, c'est assistante auprès d'enfants, magasinage, nettoyage, opération manuelle d'assemblage, tri ou emballage et puis service domestique. On est plutôt donc sur ce type de métier et donc ces 5 métiers représentent plus de 15% de l'ensemble des métiers recherchés au niveau de la région. Ce qu'on aurait voulu faire également
c'est regarder quels étaient les métiers des personnes qui désormais étaient au chômage, notamment en catégorie A. Mais on a un problème depuis quelques mois de variables non renseignées. On est passé avant le Covid de 5% de non renseignés à plus de 40% désormais. On ne se l'explique pas pour l'instant. On est en train de regarder avec Pôle emploi pourquoi il y a d'un seul coup ce décrochage au niveau des activités précédentes, précédant l'entrée au chômage. Et parce que ça nous paraissait intéressant également d'observer quels étaient les secteurs d'activité pour lesquels il y avait eu une recrudescence du chômage. Donc ça, ce sera à voir dans les prochains mois. On va faire une analyse, je pense, avec Pôle emploi régional sur le sujet. Voilà sur la demande d'emploi. Je pense que, alors on ne sait pas encore, il va falloir qu'on voit avec la DARES si nous sommes encore autorisés à publier des données mensuelles, puisque là, ça a été vraiment lié à la période du Covid où on a recommencé à sortir des données mensuelles, puisque depuis quelques années, de par la versatilité des données au mois le mois, on était plutôt sur une moyenne trimestrielle. Donc, on ne sait pas encore si on aura l'autorisation de publier un certain nombre de choses au niveau mensuel pour le mois de juin. Voilà. Yann, une précision. Le métier recherché, là, Oui. C'est le métier recherché par les employeurs ou les demandeurs? Les demandeurs. D'accord. Alors, on a Céline qui dit que ce serait intéressant d'avoir ce tableau à l'échelle des territoires EFOP. Oui, je l'ai. Donc, je te l'enverrai après, Nadine, à ce moment-là. D'accord. On pourra le mettre en support. Mais il était trop lourd. Il faisait 3 diapos. Donc, on l'a fait. Et puis, quand on a préparé la présentation avec les collègues, on s'est dit, bah non, c'est un peu trop lourd. Donc, on va se concentrer là-dessus. Mais bon, par contre, ce qu'on voit, c'est que quand même, la structure est la même. Au niveau des différents territoires EFOP, on est vraiment sur ces métiers-là, quoi. Et tu parlais… Par contre, avec des poids différents, par contre, en termes de demande. Tu parlais tout à l'heure des analyses qui seront faites des résultats de mai-juin. Enfin, il y a une question d'Isabelle sur comment y accéder à ces résultats. On ne sait pas encore trop si on va diffuser, si on va essayer de mettre ça en ligne. On ne sait pas trop comment ça va se passer, sachant que c'est disponible sur le site de la DARES, par contre, ces données. Très bien. Et puis, on a Étienne de la CFDT qui dit que les hypothèses sur les évolutions de l'emploi dans le BTP pour les 12 mois à venir ne sont pas réjouissantes et vont impacter également les entrées en apprentissage pour la prochaine rentrée. Comment néanmoins préserver un potentiel de recrutement, car les besoins de recrutement étaient très forts il y a 6 mois? Oui, tout à fait. Là, il y a eu un article justement sur le CFA BTP, comme quoi la branche avait, de mémoire, je crois qu'ils avaient 1500 apprentis en moins que ce qu'ils escomptaient. Donc, il y a un enjeu très fort. Alors, par rapport à ça, il y a un suivi qui est très bien fait par la cellule économique régionale de la construction. Donc, je vous invite à aller sur leur site où ils ont des notes de conjoncture mensuelles à l'heure actuelle par rapport à tous ces sujets sur le BTP. Et alors, Yann, il y a 4 à 5 réactions sur le fait que les personnes souhaiteraient avoir l'information du métier recherché, enfin, côté employeur, c'est-à-dire en fait de l'offre d'emploi par territoire EFOP. Oui, je note ça aussi. Je note ça. Donc, offre et demande. C'est ça. Oui, je note. On passera par toi pour rediffuser derrière. Comment tu… Alors, quand on va mettre en ligne le webinaire, on va associer les supports. Donc, on peut venir compléter en fait le support qu'on mettra en diffusion. Et puis, on va en discuter, mais il n'est pas impossible qu'on fasse un article aussi dans la newsletter du Cariforef qui permettra aussi de diffuser au plus grand nombre ces supports. Ce que je peux faire aussi, c'est amender ma présentation
en ajoutant par territoire EFOP pour l'offre et la demande d'emploi. Okay. Alors, on a une question de Céline sur quelle est la source du coup pour ces métiers recherchés. C'est Pôle emploi. C'est ça, c'est dans l'inscription en fait. Oui, oui, tout à fait. Les demandeurs indiquent le métier sur lequel ils recherchent. Oui. Alors, on a une question au niveau de l'unité emploi de Nozay qu'on va peut-être garder pour la dernière partie sur quel conseil de recherche pour les demandeurs d'emploi sur cet après. Oh là là, alors là. On va peut-être continuer à dérouler et puis on pourra y revenir à la fin. Ouais, comme ça me permet de réfléchir un peu à ma réponse si j'en ai une, mais c'est pas sûr. Alors, concernant l'intérim, bon ben, comme vous pouvez le voir, c'est la cata, pour parler franchement. En mars 2019, on est en ETP là, hein, en fin de mois. On était, comme vous pouvez le voir, à 60 000, un peu plus de 60 000 intérimaires. Et fin mars 2020, 36 000. Donc, une chute de près de 40% sur un an. Donc, vraiment une situation terrible, avec quelques disparités régionales, puisque, je suis désolé, je regarde ma feuille à côté parce que je ne vois pas la dernière partie du tableau, avec moins 35% en Sarthe, mais par contre, près de 45% dans le Maine-et-Loire, donc des disparités vraiment très, très fortes. Et puis, on voit vraiment que cette chute, elle a vraiment eu lieu entre février et mars. On était sur des volumes de 60-65 000, donc 60 000 intérimaires à peu près depuis un an. Et là, vraiment une chute brutale. On n'a pas encore les chiffres d'avril. On devrait les avoir d'ici à peu près 15 jours. Donc, on analysera à ce moment-là les situations. Juste pour votre gouverne, on n'a pas de fichier à l'établissement, on n'a que des données départementales agrégées. Donc, je ne pourrais pas vous faire des tableaux par territoire EFOP, par exemple, parce que donc on est vraiment sur des tableaux plus globaux au niveau des départements, sachant que là, on est sur les départements utilisateurs. Donc, ce qui a tout son intérêt, plutôt que si on était au niveau du département d'inscription d'intérimaire. La personne qui est comptabilisée travaille vraiment dans le département indiqué. Par secteur, donc ça c'est l'ensemble, donc vous voyez vraiment que la chute, bon, on suit la même courbe qu'au niveau France, hein. Donc avec à gauche l'échelle pour les Pays de la Loire et à droite, c'est les courbes assurées. On a l'échelle pour la France métropolitaine. Et ça a principalement impacté, donc on en parlait tout à l'heure, la personne en parlait, donc effectivement la construction, où on a une baisse de plus de 50% pour la construction sur un an. Et une baisse autrement également très importante sur l'industrie, où on est à plus de 40% également. Donc, c'est vraiment pas des données négligeables au niveau de l'intérim, sachant que le mois d'avril ayant été complètement en période de crise Covid, on peut malheureusement envisager que les intérimaires fin avril, ça diminue encore dans certains secteurs. Ce ne sera pas forcément le cas dans la construction, mais là, il faudra vraiment voir, puisque la construction est le seul secteur qui a repris rapidement. À peu près au bout de 15 jours, il commençait à reprendre. Donc, peut-être qu'avril sera meilleur au niveau de la construction que dans les autres secteurs concernés par l'intérim. Ah. Concernant l'activité partielle, je vais finir avec 2-3 diapos sur l'activité partielle. On vous a mis un tableau là où donc il y a un certain nombre de ratios avec
avec le nombre d'établissements qui ont été indemnisés, le nombre de salariés, avec le nombre de salariés indemnisés. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les 473 000 qu'on voit pour le mois d'avril de nombre de salariés indemnisés, ça ne signifie pas que 40% des salariés n'ont pas travaillé au mois d'avril. Ça signifie que dans les bases que nous avons à disposition, que ces personnes ont été indemnisées au moins un jour au cours du mois d'avril. Donc, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc, 42% des salariés ont été indemnisés au moins une journée en avril. Bon, j'ai vu quelques résultats là qui ont été analysés par l'INSEE à titre exploratoire. En gros, on est à peu près à 25% des salariés qui n'auraient pas du tout travaillé au cours du mois d'avril. Ce n'est pas neutre, hein. Mais il faut remettre en perspective par rapport à ce 42%, avec des distinguos très forts en fonction des secteurs, puisqu'on voit que l'agriculture, alors on est sur des petits volumes pour l'agriculture par rapport aux autres secteurs, mais a été le secteur le moins impacté par cette indemnisation de l'activité partielle. Donc là, on est vraiment sur du réel, on n'est pas sur de la demande. Et puis, BTP et industrie et commerce ont été vraiment les secteurs les plus touchés. Dans le tertiaire hors commerce, c'est bien évidemment l'hébergement, restauration, café, pour lesquels il y a eu la plus forte indemnisation. On est quasiment à du 100% pour les personnes qui ont été indemnisées en termes de temps de travail. Quand on fait un ratio nombre d'heures indemnisées dans le secteur par rapport au nombre de salariés, on est quasiment à du 100%. Et ça, c'est des ratios sur lesquels on va plus travailler parce que c'est ce qui nous paraît le plus pertinent pour quantifier cette activité partielle, ce ratio heures qu'on appelle consommées. C'est un terme technique, mais donc les heures qui ont réellement été indemnisées par rapport aux salariés indemnisés. Donc, on est quand même sur un montant à l'heure actuelle en termes d'indemnisation de l'ordre de 800 millions d'euros pour les Pays de la Loire sur les 3 premiers mois. Ce qui est pas neutre, mais puis bon, on voit par contre que la tendance ça diminue énormément sur le mois de juin. C'est vraiment le mois d'avril, mais ce qui est complètement compréhensible puisque c'est le mois qui était complet en termes d'indemnisation. Donc pour lesquels on a eu plus de 400 millions d'euros d'indemnisation. On va pouvoir donner la parole à M. Krakovic sur cette partie des mesures d'aide aux entreprises, Yann, parce que je vois que l'heure tourne. Ouais. Je finis juste en vous disant que je vous ai mis à disposition un tableau activité partielle, indemnisation, donc sur les différents activités partielles, le nombre de salariés pour lesquels il y a eu une demande d'activité partielle par territoire effort. Voilà, je vous remercie. Alors, désolée de passer un peu rapidement sur cette dernière diapo. Vous aurez donc les supports et puis on peut peut-être y revenir à travers des questions, mais on va donner la parole à M. Krakovic pour pouvoir vous développer les différentes mesures d'aide aux entreprises. Alors, je partage mon écran. Est-ce que vous avez bien mon écran? Pas encore. Ah. Peut-être que… Faut que j'arrête, peut-être. Oui, voilà, exactement. Ouais. C'est bon. Voilà. Parfait. Okay. Alors, alors moi, par rapport à ce qui a été dit précédemment, je vais plutôt essayer de me porter sur la question un peu obscure du monde d'après. Donc, assez logiquement, ça va être beaucoup plus spéculatif que les données très précises dont on dispose pour la situation jusqu'en mai-juin. Et pour ça, je vais en fait essayer un peu de m'appuyer sur deux choses. À la fois, premièrement, les plans de relance qui commencent à être précisés au niveau national et au niveau régional.
et qui permettent de dessiner un peu les secteurs qui vont bénéficier de sommes vraiment considérables de relance. Et deuxièmement, d'un travail qu'on a mené donc au service depuis 2 mois, de diagnostic en fait par secteur dans la région, et qui ont vocation en fait à permettre de construire derrière des actions de relance spécifiques à la région et spécifiques à ces secteurs. Et donc en fait, ce travail, il a été mené par les chargés de mission du service qui connaissent très bien les secteurs. Et ensuite, il a été revu par en fait des chefs d'entreprise ou alors par des dirigeants de pôles de compétitivité, enfin des gens qui connaissent bien leur secteur, pour essayer d'avoir un diagnostic un peu consensuel sur l'état du secteur à ce moment donné et un peu les perspectives à horizon 2020, 2021, 2022. Voilà. Donc au niveau de l'action de relance de l'État, donc je pense que vous savez un peu tous, hein, mais je reprécise un peu, parfois ça peut servir d'avoir un peu la structure en tête. Donc il y a en quelque sorte 3 temps au niveau national. Il y a d'abord eu un premier temps qui était un temps défensif, qui a émergé très vite en mars avec le début du confinement, avec des mesures que j'imagine vous connaissez bien, c'est-à-dire les prêts garantis par l'État, l'activité partielle, le fonds de solidarité. Mais aussi des exonérations, des reports de charges sociales et fiscales. Donc ça a été une action qui a été très vaste, qui a concerné des sommes vraiment considérables, comme vous pouvez le voir. Donc là, on est déjà à 93 milliards d'euros de prêts garantis par l'État qui ont été accordés par les banques. L'activité partielle au niveau national, on disait que c'était 800 millions au niveau des Pays de la Loire. Au niveau national, c'est 31 milliards. Et les fonds de solidarité, c'est 8 milliards. Et évidemment, c'est encore en croissance. La conséquence un peu intéressante de cet aspect très défensif des mesures, c'est qu'il y a eu paradoxalement extrêmement peu de faillites durant la période. Donc, les derniers chiffres qu'on a sur le premier semestre 2020 montrent qu'il n'y a eu que 17 000 faillites d'entreprises contre 25 000 l'année dernière. Donc en fait, on est sur un plus bas historique, ce qui est quand même assez peut-être surprenant. Ça veut aussi dire qu'on peut s'attendre à un rattrapage peut-être par la suite, d'autant que beaucoup d'entreprises se sont donc endettées grâce à la garantie de l'État, mais on peut craindre que le problème se repose quand il s'agira de commencer à rembourser ces prêts. Le deuxième temps de cette action de relance, c'est les plans de relance sectoriels qui sont sortis au courant du mois de juin. Donc il y en a eu plusieurs. Les plus marquants, c'est ceux pour l'automobile, pour l'aéronautique, pour la restauration, le tourisme, l'événementiel, le sport et la culture, et enfin pour les technologies, pour le BTP. Donc c'est des plans qui là aussi concernent quand même des sommes assez massives d'argent et qui ont vocation à aider les secteurs les plus directement touchés. Je reviendrai peut-être un peu après sur par secteur exactement ce qu'on peut en conclure sur le devenir de ces secteurs. Mais ce qu'il faut dire, c'est que voilà, c'est des sommes assez considérables qui visent à la fois à aider les entreprises à se moderniser, à faire de la R&D, dans certains cas, juste à survivre. Donc notamment, il y a le plan et les prêts très visibles qui ont été faits à direction de Renault et d'Air France. Et puis, peut-être que, mais ça, je pense que beaucoup de parmi vous connaissent bien ces dispositifs, il y a la mise en place de l'activité partielle de longue durée qui a vocation à soutenir ces secteurs qui font face à un choc de demande de très long terme pendant plus longtemps grâce à des accords d'entreprise et à donc la continuation de la prise en charge par l'État d'une partie des indemnités. Je ne sais pas si je vois les questions. Le troisième temps, pour le coup, on ne connaît pas encore, c'est le plan de relance général qui aura lieu à la rentrée. Donc ça, pour l'instant, on n'a pas vraiment d'informations dessus, hein, c'est encore dans les cartons. Ce qu'on sait, enfin ce qu'on peut en tout cas deviner, c'est que ça va être massif en termes de sommes. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a déjà le plan de relance européen de 750 milliards d'euros qui a été annoncé. Alors, il est en négociation, etc. Mais ce qu'il faut voir, c'est que 750 milliards d'euros à l'échelle européenne, si on a en tête que la France, c'est 20% du PIB de l'Union européenne, ça veut quand même dire, en gros, 150 milliards d'euros rien que pour la France. Alors, peut-être les arbitrages seront différents, mais il faut voir que c'est des sommes qui vont être vraiment considérables et qui seront donc disponibles voilà, 2020, 2021, dans ce courant-là. Donc,
ce qu'on peut essayer de faire, c'est effectivement un peu prendre en compte ces sommes-là et essayer de comprendre qu'est-ce que ça implique pour les secteurs, notamment dans la région, et leur devenir en termes d'emploi, évidemment, principalement. La dernière chose, c'est le plan de relance du Conseil régional qui est en train d'être annoncé, ce jeudi et ce vendredi. Donc, il y a déjà des éléments qui ont été affichés. On sait qu'il y aura un effort massif pour soutenir la trésorerie des entreprises, avec notamment des investissements en fonds propres, parce que, en fait, avec les PGE, on permet aux entreprises de continuer à vivre, mais à terme, ça peut générer un endettement qui est dangereux. Donc, il faut aussi compléter en soutenant avec des fonds propres. Un soutien à l'investissement des EPCI qui, on va voir, est important parce qu'en fait, notamment déterminant pour le bâtiment. Et puis aussi un gros plan hydrogène, voilà, parmi d'autres choses, pour marquer un peu la volonté d'une relance dans l'innovation. Donc ça, c'est les principaux aspects de la structure, disons, de la relance telle qu'elle est entreprise par l'État et le Conseil régional aujourd'hui. Le dernier aspect qu'on est en train de mener, nous, au service, c'est donc ce dont je vous parlais tout à l'heure, des plans à la fois régionaux et par secteur. Et donc, le processus qu'on a mené, c'était de dégager ce diagnostic un peu consensuel avec les acteurs de la filière, avec en sortie la volonté de trouver à la fois des dispositifs qui permettent de combler un peu les trous de la raquette des dispositifs nationaux et régionaux, et puis aussi de faire naître des projets ou les accélérer qui sont particulièrement emblématiques pour le territoire, qui peuvent avoir voilà, une pertinence particulière dans la région. Et donc, c'est à partir de ça que je vais vous présenter la suite, qui est un peu une sorte de caractérisation des secteurs, en essayant de se projeter un peu à moyen terme sur leur perspective. Donc, dans la région, évidemment, on a d'abord un secteur qui est en grande difficulté, je pense que ça a échappé à personne, qui est l'aéronautique. En termes de prévision, donc ce que nous dit Airbus, c'est que là, ils sont déjà à moins 30, moins 40% en termes de cadence. Et ils pensent que sur les moyens courriers, ça va continuer à être en forte baisse jusqu'à 2022. Et sur les longs courriers, on retrouvera de la pleine activité seulement en 2025. Pardon, je n'ai pas dit, mais si vous avez des questions, n'hésitez évidemment pas à m'interrompre. Je n'ai pas forcément de temps, de temps dédié, mais il n'y a aucun problème pour être interrompu, évidemment. Donc voilà, donc on a quand même ces prévisions qui sont très sombres et qui sont sombres sur moyen, voire sur le long terme. D'autant que, évidemment, la situation chez Airbus, elle a des implications pour toute la chaîne de sous-traitants derrière, parce que notamment aussi Airbus parfois a la tentation de réinternaliser certaines activités pour éviter des suppressions d'emplois. Et donc, ça peut vouloir dire jusqu'à 70% de baisse d'activité chez les sous-traitants. Donc, voilà, je pense que vous avez déjà commencé à voir les plans de sauvegarde de l'emploi qui sont sortis chez Airbus, et il y en a qui commencent aussi à sortir chez les sous-traitants. Donc, c'est une filière qui est en grande difficulté. Ce qui est la contrepartie, en quelque sorte, c'est qu'il y a des plans de relance qui vont être massifs. Donc, il y a déjà celui qui a été annoncé par l'État début juin, et ça va être relayé en quelque sorte par les plans de relance plus généraux et par ceux européens l'année prochaine. Donc, qui devrait permettre de redémarrer de l'activité dans certaines visées, notamment évidemment la visée environnementale. Mais il faut quand même avoir conscience que c'est certainement c'est de la visée à plus long terme, et ça compensera certainement pas le choc brutal de demande qui frappe la filière depuis 4-5 mois. Donc, ce qu'on investigue, et ce que tout le monde investigue aujourd'hui, hein, c'est aussi la possibilité pour les entreprises de la filière de se diversifier, donc notamment vers les énergies maritimes renouvelables et vers la navale, d'autant qu'à Saint-Nazaire, c'est évidemment un bassin avec des proximités fortes. Ce qu'il faut voir, c'est que vraiment, il y a un vrai besoin, et il y a des vraies complémentarités qui peuvent être développées. On se rend compte que, alors c'est pas simple, hein, mais par exemple, on se rend compte, c'était mon chef de service qui s'est retrouvé face à cette situation au début de la semaine,
GE donc General Electric, qui produit des turbines d'éoliennes, notamment d'éoliennes offshore, et donc qui, eux, font face à un marché qui est vraiment en train d'exploser, et qui donc ont besoin de recruter parce qu'en fait, ils se rendent compte que leurs cadences ne sont pas suffisantes. Et en fait, ils se sont rendus compte, on a pu les mettre sur la piste, que en fait, juste à côté d'eux, il y avait FAMAT, qui est une joint venture de Safran et Airbus, qui produit aussi des stators et des rotors, enfin des pièces qui sont très proches en fait de celles qui peuvent être utilisées dans la construction d'éoliennes offshore. Et en fait, ils pouvaient tout simplement se remettre à eux pour augmenter leur cadence, plutôt que chercher à des ajustements coûteux et longs. Il y avait moyen, en fait, juste à côté, de trouver un partenaire industriel efficace. Et pour FAMAT, ça permettait au contraire de diversifier, alors qu'eux, sur l'aéronautique, ils sont en difficulté. Donc voilà, il y a vraiment des possibilités à ce niveau-là, même si, évidemment, en termes d'ordre de grandeur, il faut voir que les EMR, ça ne compensera pas la chute du trafic aérien, quoi. Et Nicolas, en fait, vous êtes en train de tenter d'apporter des réponses à la question du webinaire vers où orienter les personnes en recherche d'emploi, qui est une question extrêmement complexe. Donc, ce sont des éléments de réponse. Voilà. Donc, la question à la fois de la personne de l'unité emploi de Nozay et puis également de Daniel sur voilà, qu'est-ce qu'on peut apporter comme élément de réponse. Et c'est ce que vous êtes en train de faire et puis que vous allez poursuivre là avec les dernières diapos. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions puisqu'on arrive proche du terme du webinaire. Et puis, comme ça, on prendra un temps à la fin de réponse à vos questions. N'hésitez pas. Mais en fait, je ne vois pas le chat, hein, donc il faut me dire s'il y a des questions parce que je ne les vois pas. OK. Ensuite, l'autre grand secteur en difficulté, c'est l'automobile, avec des difficultés qui précèdent le Covid et qui ont été évidemment renforcées par la crise. Ce dont on se rend compte aussi, c'est qu'en fait, il y a un impératif aujourd'hui qui est celui d'une transition, d'un changement de modèle vers l'électrique. Et cet impératif, il pose beaucoup de problèmes à beaucoup de monde parce que notamment, en fait, les chaînes de valeur sont différentes. Et par exemple, voilà, il faut semble-t-il, je ne suis pas un expert, hein, mais il faut 1400 composants pour une traction thermique, alors qu'il n'en faut que 200 pour une traction électrique. Donc on voit que ça pose un problème assez structurel à la filière. Et il y a beaucoup de sous-traitants qui doivent vraiment se reconvertir. Et ça va pas être, c'est pas évident. En termes d'estimation, on voit que le marché devrait baisser de 20% mondialement et de 30% en Europe cette année. Donc c'est là encore un choc vraiment très dur de demande. En contrepartie, il y a un peu comme sur l'aéronautique, mais de manière peut-être plus probante et plus proche, des efforts de relance vers un nouveau modèle qui peut être soit électrique, soit hydrogène pour des segments de marché un peu plus particuliers, et qui pourrait peut-être faire redémarrer plus vite, avec peut-être un engagement plus fort. On voit par exemple en Allemagne, il y a eu des investissements extrêmement massifs sur l'hydrogène. Donc c'est possible que ça redémarre un peu plus vite à ce niveau-là que l'aérien, d'autant que le choc de demande n'est pas forcément appelé à durer aussi longtemps que l'aérien. Mais on est quand même sur une filière qui fait face à des difficultés structurelles, quoi. Et Nicolas, il y a une question sur comment se portent les entreprises telles que ArcelorMittal et Naval Group. Alors, Naval Group, on va y venir. Arcelor, je n'ai pas d'éléments. Je ne peux pas vous dire. J'imagine que ça dépend un peu, en fait, d'ailleurs, un peu de ce dont j'allais parler là, c'est-à-dire des entreprises en aval. Donc des entreprises qui ont besoin de production sidérurgique. Pour Arcelor, je ne sais pas. Je peux juste dire que pour Naval Group, les retours qu'on a pour l'instant sur la navale sont positifs. Alors, peut-être que je vais juste y venir, comme ça j'intervertis, mais sur la navale, ce qu'on nous dit en tout cas, c'est que les commandes, en fait, il y a une sorte d'inertie des commandes qui est forte. Et donc, ils continuent à avoir de l'activité à court et à moyen terme. Notamment, les chantiers de l'Atlantique continuent à recruter. Et je crois que c'est pareil pour Naval, c'est pareil pour Naval Group, c'est pareil pour OCA. Enfin, un peu les grands donneurs d'ordre sont quand même assez positifs sur, pour l'instant, la demande, les carnets de commandes qu'ils ont. Ça ne veut pas forcément dire qu'à moyen et long terme, il n'y a pas des problèmes un peu structurels qui vont se poser parce que bon, je pense que
le marché des croisières en ce moment n'est pas forcément… voilà. Et le Covid lui pose aussi des problèmes, c'est clair. Mais donc, voilà, a priori, c'est un secteur qui quand même continue à recruter et qui le dit, avec derrière aussi des problèmes de compétences, je pense que tout le monde, enfin, que beaucoup de gens ont en tête, hein, mais voilà. Donc ça, c'est sur la construction navale, avec aussi des projets qui sont assez porteurs et qu'on essaye d'accélérer dans le cadre de ces plans de relance dont je vous parlais, notamment d'un nouveau chantier naval sur un autre segment de taille de bateau, entre 90 et 200 mètres, qui serait mutualisé entre plusieurs grosses entreprises. Donc, il y a aussi l'éolien flottant qui est extrêmement porteur aujourd'hui. Donc, il y a eu un démonstrateur qui est sorti, qui marche bien en ce moment, et il va y avoir un champ qui va être mis à l'exploitation normalement, si le débat public se passe bien, à partir de 2021. Donc, c'est un secteur qui est quand même assez porteur. Et on peut imaginer qu'il y ait un reversement d'une part de la main-d'œuvre qui pourrait être voilà, en difficulté à cause de l'aéronautique. Entre les deux, on a le secteur de la robotique, de l'électronique, bon, qui eux sont un peu voilà, dans cette situation intermédiaire où leurs débouchés vont mal. En même temps, il y a l'idée qu'avec les plans de relance qui vont être lancés, dont l'idée c'est souvent aussi de permettre aux entreprises de se moderniser, d'investir, etc. C'est un peu directement les gens vers qui on va aller pour que voilà, une PME qui a besoin de s'équiper, etc., qui a besoin d'augmenter sa compétitivité, elle peut se tourner assez vite vers ces secteurs-là. Donc, on a aussi en tête les investissements des collectivités locales qui peuvent créer de la demande sur ces secteurs. Donc, on peut penser que ces secteurs, ils sont aujourd'hui un peu en difficulté. Ils ont un problème un peu structurel à cause justement des problèmes structurels des secteurs en aval, c'est-à-dire aéronautique et automobile. Mais il y a aussi possibilité que les plans de relance viennent générer de la demande assez vite sur ces secteurs. Voilà. Avec en plus la question du BTP. Donc là, je voyais qu'il y avait des questions là-dessus, et c'est vrai que c'est difficile de dire parce que c'est un secteur qui a effectivement subi très très fortement le Covid. En même temps, du point de vue des plans de relance, c'est typiquement le secteur qui peut en bénéficier assez fortement. Il y a des très grosses enveloppes qui sont attribuées aux EPCI pour stimuler l'investissement local. Il y a aussi des grosses enveloppes qui vont certainement être mises en place pour notamment les enjeux de rénovation énergétique. Il y aura probablement aussi des enveloppes dans le ferroviaire. Donc, ça fait pas mal d'éléments pour penser qu'il pourrait y avoir une augmentation de l'activité. Enfin, structurellement, disons, l'activité devrait être renforcée dans le BTP quand même dans les années à venir. Donc, c'est un peu dur de savoir quand, mais il y a peut-être moyen d'être un peu optimiste sur le sujet. Alors, Nicolas, le plan ouais. 10 000 associé à la Compagnie. modernisation de l'outil industriel, que cela signifie-t-il? Donc, le plan de 10 000 accompagnement, c'est un plan qui cherche à subventionner en fait les possibilités pour les PME de moderniser leur outil productif. Donc, c'est des aides, il me semble, à la fois directes et aussi des aides au conseil. Enfin, ça peut subventionner des recours à des cabinets de conseil pour ces augmentations de productivité. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres… si ça répond à la question. Et alors, au-delà des secteurs, y a-t-il des métiers industriels qui restent porteurs? Quel type de poste? Alors là, j'avoue que moi, je ne suis pas spécialiste à ce niveau-là. Nous, ce qu'on entend, les chantiers de l'Atlantique, typiquement, nous disent qu'eux, ils ont un problème de compétences parce qu'ils sont contraints de recourir à des travailleurs détachés sur des soudeurs, des fraiseurs, etc. Je ne sais pas à quel point il y a aussi une question de coût. Donc, ce n'est pas évident de savoir quels sont les métiers précisément porteurs. Mais peut-être qu'il y a des éléments. Je crois qu'il y a une enquête qui peut être transmise, qui porte plus précisément sur les… ça, il faut parler avec le service mutation économique qui sait bien ces choses-là. Peut-être que Yann, tu as des éléments là-dessus, mais sur plus précisément les postes. Il y a l'ORCI, l'Observatoire régional des compétences industrielles, qui fait une étude annuelle
sur justement un peu comme l'enquête BMO, besoin de main-d'œuvre de Pôle emploi, mais spécifiquement sur les besoins de recrutement, alors ou CDI ou CDD, au niveau des demandeurs. Alors, je vois quelqu'un qui parle de compétences 2020, mais cette enquête, elle a été étendue justement dans le cadre des territoires EFOP. On avait échangé avec Fabien Boisbras, qui était directeur des études à l'Orsi, pour donc que cette étude soit élargie au-delà de compétences 2020 dans le cadre de la SREFOP, de la stratégie régionale emploi, formation, orientation professionnelle, pour voir les différents besoins des industries au niveau des métiers. Et je crois que les résultats ont été publiés il y a pas mal de temps déjà et ils doivent être sur le site de l'Orsi. Et je crois qu'il y avait un peu des volontés, mais c'est pas encore clair de lancer enfin, peut-être que voilà, il y a possibilité de lancer une nouvelle enquête. Ça, il faut que ce soit étudié, je crois, mais Ouais, mais je pense que cette enquête, a priori, sur le programme de travail de l'Orsi, on avait plutôt dans l'idée qu'effectivement, elle devienne pérenne, cette enquête. ouais, c'est ça, exactement. Donc peut-être que ça apportera des réponses. Alors, on était à peu près à 98 personnes tout à l'heure. Et puis, comme on était parti sur un temps d'1 heure, il y a une dizaine de personnes qui sont parties là et qui posent des questions sur est-ce que… moi, je ne suis pas surprise parce que le contenu est très, très riche, mais très, très intéressant. Ce que je vous propose, c'est qu'à toutes les personnes qui sont inscrites, on va vous renvoyer les 2 supports compilés et peut-être qu'on va rajouter une diapo sur les différentes sources évoquées, là, le site de la DARES, l'Orsi, etc., avec les liens pour permettre aux personnes de rester informées. Bah, d'accord, très bien. Okay. En conclusion, j'avais juste mis un espèce de calendrier très approximatif pour peut-être synthétiser un peu les choses sur à quel moment on anticipe que les secteurs vont connaître une vraie reprise. Donc avec dans l'idée que dès aujourd'hui, on a quand même la construction navale, les EMR, l'agriculture et l'agroalimentaire qui ont une activité normale, voire en croissance, voire même en forte croissance. En 2020-2021, on peut anticiper une sorte de reprise au niveau du BTP, de la robotique et de l'électronique. Textile Modelux, ils pensent qu'il y aura quand même 3 saisons qui vont être négatives. Donc 3 saisons, c'est 3 semestres. Donc ça veut dire qu'on aurait une reprise de l'activité, un retour à l'activité normale en 2021. Et tourisme, restauration et commerce, on a aussi eu des retours de ce type. Et enfin, un peu plus long terme, automobile et aéronautique, dont là, c'est un peu plus dur de savoir exactement quand est-ce qu'on retrouvera des niveaux d'activité proches de ceux pré-Covid. Et sur le secteur de la logistique et du transport, qui a à la fois été impacté par la baisse d'activité du tissu industriel, mais peut-être contrebalancé par l'activité des plateformes de commande depuis le confinement, qu'en est-il de leur situation ? Alors là, moi, j'ai juste eu un retour d'un patron d'un gros groupe de logistique qui était quand même assez négatif, mais parce que c'était très industriel. Mais c'était quand même. Enfin, je sais. En fait, je pense que c'est quand même des groupes assez différents qui font ces activités. Les groupes qui sont sur la logistique industrielle subissent la baisse de l'industrie, quoi. Et je ne sais pas à quel point ils peuvent se diversifier vers de la livraison particulière. Alors donc, cette question de Céline au niveau d'une mission locale, quel métier doit-on évoquer pour un demandeur d'emploi qui veut se former dans un domaine de façon durable, donc avec une projection à 5 ans? Alors, nous, on voit effectivement que dans les EMR, ça marche bien. Dans la construction navale, il y a quand même des possibilités. À projection 5 ans, je pense qu'on peut espérer quand même que la plupart des secteurs aillent mieux. Si 5 ans, c'est la durée, voilà, il y a quand même moyen d'être optimiste sur pas mal de secteurs, je pense. Je pense que la question, c'était plus que Ouais. quand les personnes passent par un parcours de qualification qui peut durer 1 an, c'est en espérant pouvoir ensuite avoir une activité durable. Mais
Il est Ah oui. difficile évidemment de répondre à cette question avec une baguette magique. Je pense que vous avez l'un et l'autre apporté déjà un grand nombre de données et d'éclairages. Il y a beaucoup de remerciements dans la fenêtre de conversation avec une proposition de renouveler peut-être un peu ce format dans quelques mois avec forcément des informations nouvelles sur la situation. Et puis, Ouais, parce que oui, je suis un peu d'accord avec toi, Nadine, parce que, comme l'a dit Nicolas, c'est vrai que l'activité partielle a quand même été, et puis le PGE, le plan garanti par l'État, etc., ça a été quand même des mesures qui ont vraiment permis d'amortir cette crise sans précédent, quoi. Et c'est vrai que ça va plutôt être à 3 à 6 mois où on verra un petit peu comment a été cet amortissement, sans parler potentiellement d'une deuxième épidémie, donc d'une deuxième vague. Donc, mais là, il y a eu un amortissement, mais qui a permis vraiment d'amortir le choc économique, mais c'est dans 3, 6 mois, voire un an qu'on y verra plus clair, il me semble. parfait. Bah, écoutez, si ça vous convient, on peut envisager de se donner un point de rendez-vous effectivement sur ces périodes. Et on a une dernière question de Marie-Laure sur les données déclinées au niveau des territoires EFOP. Sous quel délai vont-ils pouvoir les avoir? Mais je crois que en fait, c'est des données que tu as déjà Oui, produites. j'ai un certain nombre de données, pas toutes, mais il y en a un certain nombre que j'ai déjà. Donc après, il va falloir que je vois. Mais je pense que courant de semaine prochaine, on peut imaginer que je vous aurai tout retransmis, quoi. D'accord. Donc, nous, on va vous envoyer le support dans l'après-midi avec les données qu'on a, voilà, enfin, qui sont faciles à réunir. Et puis, bah, peut-être il y aura un deuxième envoi sous Oui. une période, un délai d'une semaine avec des données complémentaires. Tout à Eh fait. bien, écoutez, merci beaucoup à tous les deux pour ces présentations très riches et très, très claires et à la fois synthétiques. Il y a beaucoup de messages dans ce sens dans la fenêtre de chat. Et puis, bah, merci également aux participants de nous avoir suivis nombreux et puis d'avoir, par vos questions, permis de rendre l'exercice interactif. Eh bien, il me reste à vous souhaiter à tous une bonne après-midi et à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.